Chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission de RBN France. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre, monsieur Lord Sergueï à la technique, PGL au micro. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du camarade Georges Feltin-Tracol qui nous fait le plaisir de repasser dans le studio. Bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro. Et nous recevons ce soir avec un grand plaisir le camarade Tomislav Sunic pour son actualité littéraire du moment, mais également pour évoquer avec lui son parcours atypique et les multiples expériences qu'il a vécues dans des systèmes paradoxalement disparates et en fait très semblables. Merci de votre accueil et bonjour à tous. Alors, je laisse la parole au camarade PGL qui va se faire un plaisir de tracer un bref portrait de toi, Tomislav, en essayant d'être le plus synthétique possible, parce qu'après, nous aurons le temps de recompléter durant l'émission. À toi, Pascal. Donc, Tomislav est croate. Ça, c'est toujours intéressant de le dire, hein, c'est fondamental même. Donc c'est un écrivain, un intellectuel, un conférencier et aussi donc un essayiste, donc qui fut aussi ancien diplomate dans les années 90 et qui a la particularité d'avoir vécu à la fois dans deux systèmes économiques idéologiques, à savoir la Yougoslavie communiste et ensuite une partie de son existence, qu'on vient de le dire tout à l'heure, donc aux États-Unis. Il a écrit plusieurs livres, certains en anglais, dont certains en français, dont le dernier qui va être un petit peu en quelque sorte l'objet d'une partie de notre débat, la Croatie, un pays par défaut, ainsi qu'un autre qui devrait paraître dans quelques mois en français, Homo Americanus, ainsi que de nombreux articles, des collaborations à diverses revues, de ce qu'on pourrait qualifier de nouvelles droites européennes. D'ailleurs, Tomislav Sunic est apparu dans la sphère idéologique européenne dès les années 90 avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, des articles donc des conférences qu'il a faites un petit peu à droite et à gauche. Il va nous en parler plus longuement. Donc c'est véritablement un observateur privilégié des évolutions politiques et sociétales que l'on peut constater à la fois dans les pays de l'ex-bloc communiste, mais aussi plus que jamais au sein de la sphère occidentale. Et c'est à travers ces thématiques que nous allons appréhender un petit peu son travail. Merci Pascal. Cher Tomislav, on va faire un petit examen de l'homme et de l'œuvre. On va commencer par l'homme, si tu le veux bien, en démarrant sur tes origines croates, ta jeunesse, ton parcours, et puis, je dirais, ton début d'errance et de transhumance vers l'Occident et tes premières impressions. À vrai dire, tout d'abord, merci encore une fois de votre accueil. Je me sens vraiment chez moi. Il me semble qu'on partage la même sensibilité. Question de sensibilité, j'aimerais bien me focaliser là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, tout à fait par hasard, je suis né en Croatie, d'une mère, d'un père qui était avocat assez connu, très catholique. Et depuis ma prime jeunesse, on avait des ennuis. C'est ça ce que je me rappelle, même quand j'avais 4 ans, 5 ans, j'étais chicané à kindergarten. Plus tard, j'étais chicané même à l'école populaire. Et puis plus tard... Par les professeurs? Par des professeurs, du fait même que mon père était très connu comme catholique, conservateur, anticommuniste en plus. Hein. Il était loin de comment dirais-je, de nationaliste, facho, loin de ça, au contraire, très modéré. Plus tard, mon père l'a fait 2 fois prison. La dernière fois, il a fait 4 ans de prison en 1980, lorsque j'étais déjà aux États-Unis, je me suis déjà installé aux États-Unis. Il fut même, je pense qu'il faut souligner ça pour votre auditoire, il fut même adopté par Amnesty International, ici en France, par l'Amnesty International aux États-Unis et même en Angleterre. Donc il était très politiquement correct. Donc si vous voulez, un dissident anticommuniste, mais à l'époque, donc bien sûr nous avions, pendant l'époque de guerre froide, vous savez que le mental était tout à fait différent. Donc bref, pour retourner à ma jeunesse, je me sens un peu gêné de parler de moi-même. Je vais vous dire, je préfère parler de mon ouvrage et de mes œuvres, mais je dois vous dire... On va y venir. Oui, c'est-à-dire, moi, je suis né quand même... Je pense que j'ai un cœur rebelle. J'ai découvert il faut que je dise que j'étais vraiment, on vivait d'une manière très 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 modeste. Mon père est vraiment un homme ultra modeste, presque presque un ermite, voilà. Mais une chose, là, on n'avait pas le bagnole, on n'avait pas la télé, rien.
Avec ma frangine, avec ma sœur, ma mère, on était dans un petit appartement dans la Yougoslavie communiste. Ça, je peux vous dire que je suis fier de mon père. Il s'est jamais vendu. Il aurait pu le faire, il aurait pu même émigrer. Il avait des contacts même avec certains cénacles ici en Autriche, en France, en Italie, parce que mon père parlait plusieurs langues, mais il n'a pas voulu quitter la ex-Yougoslavie. Il disait, même quand j'étais gosse, je me rappelle maintenant comme ça dans un nuage, il me disait, si tout le monde part, si tous les Croates partent à l'étranger, il n'y aura que la merde qui va rester ici, en Yougoslavie. Donc il faut quand même, on a besoin des gens qui sont quand même identitaires, qui pensent, qui ont la conscience nationale. Je dois quand même souligner, mon père n'a jamais détesté les Serbes, au contraire, il avait même des amis serbes. Et ça, il faut préciser, je préfère parler de mon père, même quand il était arrêté par les communistes, par les organes communistes 1983, lorsque j'étais déjà en Californie, il y avait 2 académiciens très connus, Dobrica Ćosić, en Serbie, qui se sont engagés pour lui. Donc, tous ces grands ultra-croates nationalistes, il est resté un peu bouche bée, quoi. Mais donc, il y avait des Serbes qui se sont engagés pour sa libération. Donc, ça, je dois préciser. En ce qui concerne l'influence littéraire, vraiment, j'avais de la veine. On était entouré par les bouquins. Bien sûr, j'étais un peu complexé, comme un gosse homo soviéticus. On n'avait pas la télé, on n'avait pas la bagnole. Vous savez, il y a les gens qui vous demandent est-ce que tu as vu... Parce que l'Occident, à l'époque, vous savez, c'était le pays de cocagne, comme on dit, c'était le Pérou, quoi. Et alors, tout le monde, toute la jeunesse communiste rêvait au déplacement dans le pays des merveilles, quoi. En France, à Washington, je ne sais pas où. Donc, on n'avait pas des grandes choses matérielles parce que mon père, il avait une habitude. J'ai appris ça plus tard. Il n'a jamais voulu se faire payer pour ses services. Même le pauvre paysan aux alentours où nous habitions, à côté de Zagreb, il ne s'est jamais fait payer pour ses services. Il a surtout aidé aux pauvres paysans croates qui, après la Deuxième Guerre mondiale, avaient des ennuis, etc., etc. Et bien sûr, il avait des contacts excellents avec l'Église, avec le clergé catholique. Je souligne, pendant l'époque yougoslave. Pourquoi le catholicisme? Ça, je dois également préciser. On était obligés, ma sœur et moi, d'aller à l'église. Moi, j'étais enfant de chœur. C'était pas tellement pour des raisons théologiques. Mon père était assez tolérant, mais c'était comme un contre-pouvoir. C'était par défi, plutôt, ou par défaut. Il y avait sûrement une dimension identitaire. Identitaire, tout à fait, parce que l'église, à l'époque communiste, c'était plus ou moins le seul endroit où on pouvait quand même, pas seulement draguer, mais également faire des blagues contre le communisme. Comme en Pologne, par exemple. Comme en Pologne. Donc l'Église catholique, donc imaginez-vous, on parle de la Yougoslavie avec la République fédérée de la Croatie, quand même l'Église fonctionnait, l'Église catholique, comme un certain contre-pouvoir. Et n'oublions pas, plus tard, 20 ans, enfin disons, avant l'éclatement de la Yougoslavie, l'Église catholique a joué un rôle formidable, crucial, en vue de l'éclatement. Il a souvent été reproché d'ailleurs. Oui, enfin. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec mes vues religieuses, je ne vais pas en parler maintenant, mais je dois vous dire quand même que l'Église catholique a joué un rôle très important dans ma vie, dans ma formation de jeune gars de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et en plus, bien, j'étais fier parce que j'étais obligé, et ça m'énervait énormément. Je devais lire. Mon père me poussait à lire latin, le grec, enfin le latin, puis l'allemand, le français, et puis la première langue étrangère que je devais apprendre, c'était l'allemand, bien sûr, et le latin. Donc j'étais bombardé tout le temps, et vous savez, à l'époque, quand on a 13 ou 14 ans, on a envie d'écouter Kinks ou Beatles, etc., parce que moi j'étais de cet âge-là, puis j'ai commencé à de pousser mes cheveux longs, etc., et puis je vais vous dire tout à l'heure ce qui s'est passé avec moi plus tard. Et puis je suis allé au lycée, mais tout ça c'était contre mon gré, contre ma volonté. J'ai fait ça pour jouer le jeu, mais j'étais plutôt un gars rebelle, et en plus j'étais autodidacte. Ce qui m'a vraiment, au sens littéraire, au sens métaphorique, ce qui m'a sauvé la vie, c'est le bouquin, les livres. On lisait, Daudet, mon père lisait bien Daudet. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre mon français avec, pas Léon, mais avec Alphonse Daudet. Léon Daudet, mon moulin, bien sûr. Oui, ça, je devais lire. Puis Cicéro, mon père, il était juriste quand même. Et puis, imaginez-vous, on était chicanés par la police. Enfin, il y avait vraiment des détails maintenant que je me rappelle qui sont presque morbides. D'autant plus parce que les gens
maintenant, la progéniture de ces gens là, sont toujours au pouvoir. Bien sûr, maintenant, ils sont recyclés. Comme Oui, des ils se libéraux, sont transformés. Ils se sont transformés. Mais je vois, j'observe, j'oublie pas. Hein. Donc, bref, en ce qui concerne mon passage, pour répondre à votre question, je suis par mon style, je suis un homme nerveux assez. Et puis, bien sûr, à l'époque, tout le monde c'était l'année 60, je suis allé au lycée, j'ai perdu une année. On m'a, comment on dit, j'ai perdu une année au bac. Parce que à cause de mon père, qui était bien sûr anticommuniste, catholique, etc., on m'a laissé perdre une année scolaire. Et puis moi, j'en avais un peu marre de tout ça. Et puis, bien sûr, à l'époque, j'étais un peu épris de ce contre-culture rock, hippie, etc. Et imaginez-vous, je pense qu'à l'époque, j'étais le seul yougoslave, ou le seul croate, si vous voulez, parce que c'était toujours sur la juridiction yougoslave lorsque j'avais 18 ans. À 18 ans, je suis parti en Inde. Sans sous, sans rien. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais vous pouvez me qualifier comme un hippie de droite, quoi. Je suis allé... Comment fait ton voyage en Inde. Alors, tu dis que tu es parti en Inde, mais comment on quitte la Yougoslavie titiste pour l'Inde ? Très bien, c'est une très bonne question. Donc, maintenant, vous m'avez posé une question très, très, très délicate, parce que la Yougoslavie donnait l'impression, la Yougoslavie communiste, d'être un pays libéral, très ouverte par rapport aux autres pays du bloc soviétique. Oui, c'était la mode du socialisme autogestionnaire, notamment. Georges, excuse-moi, Tomislav. Georges. Alors, excuse-moi, Tomislav, Oui. J'interviens. Il est vrai, il faut se rappeler, les auditeurs de Méridien Zéro doivent se rappeler qu'en 1948, Tito quitte le bloc soviétique, Oui. puisqu'il rompt avec Staline. C'est le début de ce qu'on appelle le schisme titiste. Et c'est le développement du titisme, qui est la 4e forme de communisme, avec le stalinisme, le trotskisme et le maoïsme. Le titisme, c'est le socialisme autogestionnaire, c'est-à-dire l'autogestion qui va être considérée comme la panacée du système fédératif socialiste yougoslave. D'où ensuite en Europe, et particulièrement en France, dans les années 60-70, cette fameuse deuxième gauche autogestionnaire autour de la CFDT et de certains courants du Parti socialiste. Soulignons également qu'à l'époque, Tito se fera le champion du mouvement des non-alignés par sa participation à la conférence de Bandung en 1955. Et qu'à ce titre... 1961, excuse-moi Pascal, j'interviens, 1961, création du mouvement des non-alignés à la conférence de Belgrade. Tout à fait. Donc, et à ce titre-là, d'ailleurs, il recevra l'appui des Américains. Il a reçu pendant longtemps aussi des armes des Américains parce qu'il jouait justement ce rôle de balancier, de contre-pouvoir face au pacte de Varsovie. Oui, bien évidemment, Tito était le grand allié de l'Occident face à l'Union soviétique. C'était, si vous voulez, un entre-deux. À la fois du côté occidental, à la fois du côté du bloc soviétique, puisqu'il était quand même socialiste, et il ne faisait pas partie du Comecon, même si je crois il était membre, observateur ou associé au Comecon. Et puis aussi, il y avait une importante immigration yougoslave en Allemagne, en Italie et en France. Donc, on considérait à l'époque, les Occidentaux considéraient à l'époque, la Yougoslavie comme un État socialiste, mais qui n'avait pas cette répression qu'on avait en Union soviétique, en Pologne. Alors qu'en fait, c'était totalement faux, comme va nous le dire Tomislav. Justement, c'est intéressant. Donc, à double titre, d'un côté, cette voie titiste autogestionnaire qui plaisait à une partie de la jeunesse d'Occident, et au titre second, on va dire, de géopolitique et de géostratégie, ce non-alignement, et puis ce deal un peu avec les Américains, faisait que le titisme et la Yougoslavie de Tito passaient pour un libéralisme de l'autre côté du mur. Oui, c'était hautement fréquentable, oui, c'est vrai. Par une partie un de peu à la ça, manière dont Gorbatchev a su faire cultiver la perestroïka. Quelque part, oui. Cette espèce de, pas d'angélisme, mais en tout cas d'a priori positif qu'avaient les populations à l'époque. Oui, il y a beaucoup de personnes, en Occident. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que le titisme était là, le visage humain du socialisme. Or, la réalité, Tomislav, tu vas nous en parler, ça n'a rien à voir. Ce que Georges et Pascal viennent de dire, c'est tout à fait exact, c'est correct. Et ce qui m'a beaucoup choqué plus tard, lorsque je suis venu aux États-Unis, quand j'ai commencé à faire mon doctorat en sciences politiques, et j'ai eu l'asile politique plus tard aux États-Unis, puis la citoyenneté qu'on m'a donnée, etc. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, et ce qui me choque toujours, c'est qu'une certaine gauche trotskiste, une certaine gauche française, certaine gauche caviar à l'époque, était davantage titiste que nous-mêmes, que les titistes eux-mêmes dans la Yougoslavie communiste. Donc ceux que je blâme pour toute cette horreur qui s'est passé et qui a eu lieu en ex-Yougoslavie communiste, et même après, durant son éclatement. C'est la gauche caviar française, c'est les philotitistes californiens
Imaginez-vous, je rentre dans la classe aux États-Unis, j'ai fait mes études comme graduate student, comme étudiant en sciences politiques en Californie, à l'université de Californie. Je rencontre, franchement, c'est pas une blague, davantage de professeurs marxistes et titistes qu'en Yougoslavie communiste. Alors je me demande la question, est-ce que c'est une sorte de snobisme? Est-ce que c'est de la hypocrisie? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont donné ou avaient donné beaucoup de légitimité à le système de répression, soit en Union soviétique, soit en Yougoslavie communiste. C'est vrai. Donc revenons à ton voyage en Inde tout de même. Comment sors-tu de la Yougoslavie titiste, faussement libérale, passeport Yougo à l'époque, etc. Ça, c'était bien sûr ça. Mais juste une petite parenthèse. Le Tito. Demandez-vous la question un peu académique. Pourquoi Tito avait l'intérêt d'ouvrir les frontières yougoslaves? Pour se débarrasser des dissidents potentiels, surtout les Croates. Après le traumatisme, après le trauma de 1945, vous savez que toute notre jeunesse, notre fond génétique était épuisé 1945. Toute notre classe moyenne à Zagreb fut complètement liquidée. 200 000 hommes. Les épurations ici étaient sauvages. Mais chez nous, c'était vraiment la catastrophe biologique totale. Au point que la plupart des gens qui sont venus s'installer ici dans les années 50, 60 et 70, c'était les ouvriers, les pauvres paysans qui sans repères. Voilà. D'ailleurs, comme tu le dis très bien dans ton livre La Croatie par défaut, les Alliés ont couvert par leur silence criminel ces crimes, ce qui sont des véritables crimes de guerre opérés par les titistes de 45-46, alors que effectivement, on mettait plus l'accent sur les crimes de guerre du vaincu du moment, donc l'Allemagne, ils ont été complices de ce silence-là. En fin de compte, tu montres bien aussi dans ton livre, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure, que, en fin de compte, par rapport aux épurations ethniques qui vont suivre plus tard, dans les années 90, avec les conflagrations dans l'espace balkanique, ces crimes de guerre qui ont été, en fin de compte, fondateurs de ce qui va suivre plus tard, et de ces généraux croates et serbes que l'on traduira devant la Cour pénale internationale de l'AE. Tout à fait. Georges ? Il faut se rappeler qu'en 1944-1945, les partisans titistes font des raids terroristes dans la partie tridentine de l'Italie, où il y a une minorité slovène, et aussi en Carinthie autrichienne, où là encore, il y a des Slovènes. Et encore aujourd'hui, de vieilles personnes italiennes et autrichiennes se souviennent qu'elles ont été attaquées par les partisans de Tito. Très bien. Georges, vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup plus grave que ça. On a oublié, il faut passer en revue, finalement, les Allemands de souche, les Allemands Volksdeutschen, les Allemands de Danube. 500 plus précis, 540 000 Allemands de souche furent expulsés. Enfin, quand je dis expulsés, c'est l'euphémisme. À peu près 60 000 étaient dans les camps de concentration titistes à partir de 45 jusqu'à 50. Ça, c'est mon domaine de recherche. J'ai publié pas mal d'articles sur les Allemands de Sudète et les Allemands de souche. C'est pour ça qu'on chapitre dans ton ouvrage. Oui. Juste pour vous dire, pour récapituler, le système titiste était le système morbide, et j'ai honte de vous le dire, quoique la Croatie soit un pays beau, très attractif, il y a beaucoup de touristes qui viennent, mais c'est un pays des champs de la mort. Et franchement, je suis désolé quand je regarde même les Français, les jeunes touristes à côté de l'île de Krk, parce qu'à côté de l'île de Krk, il y a Goli Otok, l'île nue, comme on dit chez nous, où il y avait beaucoup de prisonniers politiques, où il y avait beaucoup d'Allemands. Soldats qui étaient après 45, qui étaient capturés, qui étaient massacrés, et même des grands hôtels qu'on a bâtis là-bas, sont littéralement, enfin au pied de la lettre, sont faits sur les charniers. Ouais. Et ça, si vous lisez un peu allemand, si vous lisez les journaux croates, je serais ravi. D'ailleurs, c'est les journaux très politiquement corrects, c'est pas de droite. Vous lisez presque chaque jour la nouvelle toponymie de la mort en Croatie surtout. Et puis ça fait les charniers, les fosses communes où on trouve les os des Croates, des Serbes même. Et là, bien sûr, en tant que nationaliste croate, il faut également passer en revue, ça vous dit, il n'y avait pas grand-chose. Pour vous, ça, c'était un peu exotique. Ada Ciganlija. Ada Ciganlija, c'est une embouchure de Danube, à côté de Belgrade, où on a tué la classe bourgeoise, si vous voulez. 44, lorsque Titiste avait pris Belgrade, ils ont massacré la classe moyenne serbe. Donc les Serbes ont terriblement souffert par les communistes. Mais
Voilà la question qui se pose. Comment ça se fait qu'on ne parle jamais de cela? On parle maintenant de la guerre récente, etc. Mais je vous assure, et je dis ça tout le temps à mes amis, mais par rapport à ce qui s'est passé en 1945, c'était vraiment rien ici. Et même quand on parle du tribunal de la Haye, etc., c'est le grotesque. Voilà ce que je veux dire. On n'a jamais passé un revue, on n'a jamais jugé, on n'a jamais condamné les crimes titistes. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'ils étaient couverts, Tito, par les Anglais, par tous ceux, les Alliés. Et même par toute cette classe intellectuelle transnationale qui se piquait de marxisme dissident, etc. On va quand même revenir à l'Inde, parce que on n'a toujours pas la clé de sortie. Très bien. Écoutez, vous savez qu'à cette époque-là, j'étais pris de Santana, de Beatles, de Kings, et puis je lisais, croyez-moi, je lisais Hermann Hesse. Hermann Hesse, j'aime bien, et puis j'aimais bien, je le lisais en original. J'ai pas voulu faire mes études, j'avais marre, et puis vous allez pas me croire, moi j'avais déjà découvert à l'âge de 17 ans Nietzsche. Mon père n'aimait pas que je lise Nietzsche à cause de son paganisme, etc. Mais je lisais tout le temps, c'était presque comme une drogue pour moi, vraiment. Et puis ça m'a sauvé la vie. Et j'ai jamais voulu faire des études. Et puis en Inde, je pouvais pas entrer à Katmandou parce qu'il fallait avoir le visa. Au lieu de cela, je suis allé à Cachemire, à Srinagar. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails. J'avais la dysenterie, j'avais j'avais quelques maladies là-bas, etc. J'ai perdu presque 20 kilos là-bas. Je sais pas comment je suis rentré. Je vais vous dire ouvertement, on a fait un peu de shit, comment ça, on a fumé des ganja, de bang, etc. Et puis à l'époque, je savais pas ce que c'était Ernst Jünger. Ernst Jünger, il a confirmé mes doutes plus tard. Et même Julius Sèvres, c'était un grand. Il a fait du shit, comment dire. Enfin, et puis Drey à La Rochelle, mais ça, il était un peu Drey La Rochelle, il prenait des choses qui étaient plus dures que ça. On connaît Drey La Rochelle. Donc quoi qu'il en soit, c'était une bonne expérience pour moi, un bon vécu. Vous savez pourquoi? L'État yougoslave était très content de te voir sortir. Oui, tout à fait. En espérant plus de voir revenir. Voilà. Pourquoi pour moi c'était une bonne expérience, l'expérience indienne? Parce que j'ai grandi. Au lieu d'attendre encore 20 ans pour ma formation spirituelle, j'ai appris à l'âge de 20 ans, j'étais plus ou moins un homme mûr. J'ai quand même développé un sens du tragique, sans forcément lire Sophocle, vous voyez ce que je veux dire? Et plus tard, ce qui s'est passé, ça m'a franchement, des fois, je vais pas sonner, je vais pas vous donner une idée que je déconne ici devant vous, mais je dois vous dire quand même, c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert Céline. Et merde, je me suis dit, mais ça c'est moi, parce qu'il a le style, vous savez, le style, ses syntaxes, ses émotions, mais c'est moi, comment ça c'est faisable? Mais j'ai trouvé quelqu'un, pas seulement les idées, c'est lignant, mais j'ai trouvé quelqu'un qui vraiment correspondait à mon mental, à mon psychisme en quelque sorte. Donc il n'y avait pas chez moi quelqu'un qui est venu, mais Tomislav, tu dois lire ça et ça, vous devez lire Brasillac. Ce sont des rencontres. C'est les sentiments qui m'ont poussé. Donc je pense que c'est quelque chose de normal. Dans mes gènes, c'est implanté dans mes gènes. Bon, bien sûr, mon père l'avait exprimé ça à travers son catholicisme, etc. Moi, je l'exprime également à travers mon catholicisme, mais j'ai une autre idée mais je ne vais pas me lancer maintenant dans les débats spirituels, mais vous comprenez. Très bien. Bref, en rentrant, c'est grâce à ma femme, elle avait 17 ans, et je dois vous dire, je suis très heureux parce qu'on est ensemble depuis 36 ans, ma femme et moi. Elle m'a accompagné partout, lorsqu'on avait l'asile politique aux États-Unis, elle m'a accompagné tout le temps. Elle a également le sens du tragique, et j'en profite également pour vous signaler son bouquin, en bilingue, français et anglais, qui s'appelle « L'ancienne vie est morte ». Si vous voulez regarder vos lecteurs ou vos auditeurs, L'ancienne vie de mort de Ksenia Sunik, c'est en anglais, elle parle très bien anglais, c'est une très bonne traduction, une très bonne préface. L'ancienne vie est morte, et ceux parmi vous qui lisent les contes de Lille, lisez ma femme, parce qu'elle est très bien. Elle aime bien les contes de Lille. On mettra les coordonnées de l'ouvrage de ton épouse sur les... Ça va lui faire un grand... Elle est très modeste. Sur les chroniques, avec plaisir, pourquoi pas. Ça va lui faire plaisir quand même qu'il y a des gens qui lisent. Il faut pousser un petit peu les bons auteurs. Donc, plus tard, je suis rentré... Tu reviens au Bercail au bout de combien de temps, finalement? J'ai resté encore en Yougoslavie communiste. Oui, je devais faire mon service militaire en Yougoslavie communiste, 1973 et 14, en Serbie. Parce que vous savez, à l'époque, tous les Croates devaient faire leur service militaire en Serbie et vice-versa. Vous savez pourquoi, Communion soviétique. Communion. En cas de guerre civile, les Croates ne peuvent pas se déplacer. Voilà, c'était très sophistiqué.
Bon, après cela, je me suis inscrit, j'ai fait mes lettres à l'université de faculté de lettres à Zagreb. J'ai fait mes lettres de lettres comparées, des langues étrangères, et je le fais vraiment, comme on dit, en 3 ans et demi. J'étais le meilleur étudiant. Pas par force, mais j'ai juste voulu me débarrasser parce que j'ai détesté les institutions. Plus tard, bon, je vais rentrer, ça, il faut que je vous dise, peu à peu, j'ai appris ce que mon père faisait, parce qu'il n'a pas voulu me mettre comment on dit, il n'a pas voulu dans me la confidence, dans oui. la confidence, parce qu'il avait quand même des contacts. Bref, 1983, je pars aux États-Unis, on me donne l'asile politique tout de suite, et voilà, la même année, je ne sais pas, franchement, ça me dépasse toujours, il y avait pas mal des articles dans les journaux titistes, même pendant son arrestation, mais le jour même, ou pratiquement le mois même, quand on me donne l'asile politique, mon père fut arrêté à Zagreb. On a trouvé chez lui les bouquins des différentes organisations immigrées, même on a trouvé le bouquin de Gilas, vous savez, etc. À l'époque, c'était la poigne, hein. Et ma sœur également, elle est partie en prison. 10 mois. Elle a fait 10 mois et mon père l'a fait 4 ans. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le gars, c'est la peine de prononcer son nom, le juge d'instruction. Si, c'est toujours oui, bon. Nobilo, Ante Nobilo. Voilà. Ante Au moins, il Nobilo. sera nommé pour le... Pourquoi? Il faut le dire. Il sera nommé le gars, pour la donc, le blacklist. gars qui travaillait pour la police secrète yougoslave. C'est le juge d'instruction, très jeune d'ailleurs. Parce que moi, bien sûr, j'ai fait mes démarches aux États-Unis pour mon père. Je suis allé faire du lobbying au Congrès, etc. J'ai cru à 4 coins du monde. J'étais publié même dans le Monde diplomatique, dans le New York Times, où je parlais des droits de l'homme en Yougoslavie communiste. C'était dans les années 80. Très politiquement correct. Rien de grave. Et puis, le même gars, Nobilo, aujourd'hui, c'est un grand personnage. Il est très libéral. On le voit chaque jour à la télé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Laissons à part maintenant le nom, nomina sunt odiosa. Mais tout le système est plein de gens recyclés maintenant, qui à l'époque faisaient le pèlerinage à Belgrade ou à Havane, je sais pas ailleurs. Maintenant, vous savez où ils font le pèlerinage? À New York, à Tel Aviv et à Bruxelles. Au contraire de la dénazification dans le monde germanique et d'une certaine défascisation de l'Italie en tranches un peu moins abruptes, il y a véritablement un mouvement des élites qui sont passés d'un système à l'autre avec une facilité d'adaptation d'ailleurs d'autant plus grande, on le verra tout à l'heure, que les systèmes se ressemblent. Il faut juste que je finisse parce que ça c'est vraiment sur mon cœur. Vas-y. Ce qui me gêne énormément, surtout maintenant, je me pose la question, même à mes collègues, les anciens vétérans croates, mais qu'est-ce que vous avez fait, et également serbes, au lieu d'aller se battre entre nous, deux peuples tellement similaires, tellement fraternels si vous voulez, vous avez vraiment une chance dorée pour se débarrasser de l'héritage communiste. Je ne veux pas maintenant être très explicite, mais écoutez, c'était la guerre. Une sorte Parce que c'est ceux qui sont responsables pour cette guerre. Vous n'avez qu'à regarder le pédigré des gens. En Serbie communiste et en Yougoslavie, en Croatie communiste, c'était les communistes. Donc il faut commencer par eux. Mais là, ce sont les gens maintenant qui sont bien ancrés, qui ont des prébendes et qui sont des grands occidentaux. Et comme nous le verrons tout à l'heure, en fait, la Croatie, c'est un cas emblématique, c'est un cas modèle, en fin de compte, d'interprétation de tout ce qui s'est passé dans les pays post-soviétiques. Et en fait de compte, c'est cette décommunisation, cette lustration, selon le terme consacré, parce que ça n'a pas été fait. Ou alors ça a été fait bien imparfaitement, particulièrement dans notre pays. Très symboliquement parfois, avec 1 ou 2 cas mis en avant. Avec quelques têtes sorte d'affiche, de je vais dire, lampiste, de lampiste, de bouc émissaire, mais en profondeur ça n'a pas été même fait. pas ça. Enfin, je pense que vous exagérez. Là on parlait. Parce que, écoutez, je sais de première main, comme on dit, enfin je vois les gens. C'est pas seulement, vous savez, on en a parlé hier ou aujourd'hui sur Radio Courtoisie, c'est pas seulement l'idéologie, le communisme, c'est également une certaine pathologie, est-ce que je veux dire, c'est une anthropologie, et c'est également une linguistique, un langage, un métalangage. Donc on peut regarder le communisme sous différentes optiques. Et les gens qui sont au pouvoir, vous n'avez qu'à regarder leur pédigré, c'est tous les anciens communistes, soit la progéniture des anciens apparatchiks communistes, Très bien. Non, c'est le type mental qui se reproduit. Qui est toujours pour là. poursuivre le fil de notre progression, tu es aux États-Unis, tu suis un cursus en sciences politiques. Ouais. Donc,
choc des cultures, parce que tu passes quand même, après l'expérience, on va dire intérieure indienne, tu te retrouves quand même projeté en Californie, et là c'est de quelle façon abordes-tu ce nouveau monde, dans tous les sens du terme. Comme je viens de dire, moi j'étais toujours un homme, j'aime bien le défi, j'aime bien toujours la nouveauté, comme on dit chez nous. Et je pense que cet esprit prometteur, c'est ça ce qui me tient à la vie au sens réel. Et bon, j'ai fait mon doctorat très vite. J'ai fait mon doctorat, je dois préciser à votre auditoire que j'ai fait mon doctorat sur la nouvelle droite européenne. J'ai consacré mon livre à Alain de Benoît. C'est un ouvrage très recherché, parce que vous savez peut-être le bénéfice de vivre aux États-Unis, surtout si vous êtes académicien, si vous êtes professeur, vous trouverez vraiment tous les livres, toutes les ressources dont vous avez. Même ici à la Sorbonne, vous avez des difficultés, disons, de dépister un journal pétainiste comme Je suis partout, je ne sais pas, des années 40, quoi. Mais vous trouvez tout ça dans la University Library en Californie. Vous trouvez tout. Et puis bon, j'ai fait un ouvrage très bien d'ailleurs en anglais qui sera bientôt traduit en flamand. Enfin, il est déjà traduit. Ça, c'était mon premier bouquin. La version croate qui existe depuis l'année dernière a une très belle préface d'Alain de Benoît que j'ai traduit en croate également. Donc, j'ai fait mon doctorat, mais c'était vraiment, comme on dit, tout en me serrant les dents, parce que j'ai détesté le climat académique, et ça, j'aimerais bien dire ça à nos auditeurs. Justement, en faisant ce travail sur la nouvelle droite, ça t'a permis de découvrir justement les thématiques, de la nouvelle droite, et en fin de compte, de t'en imprégner quelque part, parce qu'on t'a souvent présenté comme une des éminentes, un des éminents représentants, de la nouvelle droite croate. On l'a souvent. Écoutez, je déteste le terme la nouvelle droite. C'est pas un terme qui est très approprié. On est d'accord. On a faute de mieux, on le prend. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est l'étiquette qui court depuis 20 ans. Oui, voilà. C'est pour cette raison que là, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc, bref, je l'ai fait. Et puis, Alain de Benoît, il était très content. Depuis, il m'a même visité en 1900. Quand j'ai commencé à travailler dans un collège, j'étais semi-politiquement correct, vous pouvez dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, même actuellement, c'est quand même un pays qui a le premier amendement, le First Amendment, où on peut dire des choses que normalement on ne peut pas dire, on ne peut pas exprimer en France ou en Allemagne, en Union européenne. Donc, à l'époque, je ne sais pas. Bon, écoutez, je ne me considère pas de droite, de gauche. Je suis plutôt de gauche dans un certain domaine. Mais quoi qu'il en soit, je suis une très bonne professeure. Et j'avais vraiment des marques excellentes par mes étudiants, même par mes étudiants, vous pouvez vous imaginer. Mon premier stage, c'était en Californie, juste quand j'ai obtenu mon doctorat en 88. J'ai commencé à travailler à University of California à Santa Barbara pour une année. Ensuite, l'année prochaine, je suis parti, on m'a offert un job. C'était juste avant l'éclatement de la Yougoslavie, et donc il y avait un grand intérêt, etc. Mais en dehors de cela, donc j'enseignais les systèmes comparés communistes, les systèmes communistes comparés, et j'enseignais la philosophie politique. Donc je suis allé au collège de California State University. Ma femme, elle n'a pas aimé tellement la Californie, je vais vous dire si ça vous intéresse plus tard, parce que je dois un peu, comme on dit, courir vite. Pour ne pas faire perdre votre temps. Et puis, j'ai obtenu un bon poste dans un collège privé en Pennsylvanie, qui a beaucoup plu à ma femme parce que c'est plus européen, c'est moins décadent que la Californie, quoi. Tomislav, continue. J'ai enseigné là-bas juste avant l'éclatement de la Yougoslavie. Et puis, personnellement, c'est Franjo Tudjman, si vous voulez, le grand Manitou, le président de la Croatie en 1991, qui m'ont appelé. On a besoin des Croates de la diaspora, surtout de ceux qui sont plurilangues, qui parlent plusieurs langues. On avait besoin de la diaspora croate. Il ne faut pas oublier que la diaspora croate était cruciale dans dans l'établissement de la nouvelle Croatie, soit par la fournaison des choses délicates, soit par l'argent, soit par le lobbying. Et moi, je faisais ça. Et puis, bon, je suis rentré avec ma femme. On avait quelques problèmes tragiques dont je ne vais pas vous parler maintenant. Notre petite fillette a attrapé une maladie très grave. Elle avait 2 ans à l'époque, le virus encéphalite. Et malgré tout cela, je vous dis ouvertement, je suis parti parce qu'il y avait des volontaires français, il y avait des volontaires flamands, il y avait des volontaires du Chili, d'Argentine. Il y avait 2000 gens, même quelques-uns que je connaissais.
tout en vivant, je vous dis ouvertement, j'ai fait mes excuses maintenant, parce que j'ai vécu dans mon monde illusoire. Je croyais que c'était une bataille contre le communisme. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous cru à un moment. On a tous cru, moi-même. Je pense qu'on s'est trompé de cible. Je vais m'arrêter là. Voilà. Alors justement, ça nous permet de rebondir sur ton dernier ouvrage, La Croatie, un pays par défaut, point d'interrogation. Donc justement, comment pourrais-vous si tu le permets, Pascal, on va le traiter juste après la pause musicale que nous lançons maintenant, dont tu vas nous parler, parce que je n'ai que peu de sources sur l'auteur. Chanteur à la fois très, très catholique et ultranationaliste, et dont les concerts s'apparentent de véritables messes nationalistes, justement, avec présence de moult drapeaux nationaux, même des bannières noires. Donc c'est un phénomène un petit peu médiatique et idéologique en Croatie. D'accord. Et la chanson que nous écoutons, tu nous le disais tout à l'heure, Tomislav, traite de l'héritage des gènes, en fait, des bons gènes. Des gènes vraiment biologiques. Des montagnards croates. Donc il y a quelques propos, je dois vous dire un peu... Je ne le connais pas personnellement, Thompson, et moi, je vous dis ouvertement, je ne suis pas musicien. C'est tout à fait par hasard, on m'a posé la question d'apporter un CD sur la musique croate, ou de la musique croate. Et puis bon, Thompson, mais c'est quand même un gars qui est bien connu dans la milieu identitaire. Même officiellement, même politiquement correct. Il y avait des premiers ministres qui sont venus l'écouter, quoi. Ça c'est une chose intéressante, il y a 6 mois, il est disparu. Sous la pression de l'Union européenne, etc. Parce qu'il y a dans ses propos, c'est pas tellement qu'il s'attaque aux Serbes, mais il parle des gènes croates, des costauds, des costards, des guerriers croates. Il se réfère à plusieurs dans ses poèmes à gènes, à gènes. Vous savez ce que ça veut dire, gènes biologiques. Bien sûr, Donc il y a quelques propos qu'on peut qualifier même de sociobiologiques, racialistes, et bien sûr... Et il a franchi la ligne... Là, il a franchi la ligne des murs, ou la mur de... La nouvelle ligne de démarcation idéologique. On lui a même interdit d'entrer en Suisse. Il y avait une manifestation, une manif devant le consul, devant l'ambassade suisse. Il avait des ennuis en entrant au Canada. Par contre, même à Francfort, en Allemagne, on lui faisait beaucoup des ennuis. D'accord. Mais ce qui est intéressant, qu'il est bien, je pense que c'est un ethno-rock, je peux le qualifier comme ça, mais il est bien vu par les nonnes, par les sœurs, par les prêtres, par les rockers, par les goths, il y a tout le monde qui l'écoute. Superbe. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. I svaka riječ je bila mu duboka, čvrst je vida bio kao stijena, hrabra srca i kameni gena, sva je mudrost utkana u njemu, njegove su priče učile me svemu, poštenim putem ići, bit će teško, znaj, al samo ćeš tako stići, gdje je vječni sjaj. Hej, da mi je s tobom kao prije, dočekati zore, pogledati dolje, sasvila je na Petrovo polje, moj dida i ja, prijatelja dva, drugo vrijeme, ista sudbina. Gleda na me planina Svilaja, sa očima njegovoga sjaja, crpio je snagu tamo gore, planina mu iscrpala bor, njegove su ispucale ruke, meni bile kao mirne luke, kako da mu zahvalim na svemu, sinu ime dao sam po njemu, poštenim putem ići, bit će teško, znaj, al samo ćeš tako stići, gdje je vječni sjaj. Hej, da mi je s tobom kao prije, dočekati zore, pogledati
sudbina. Drugo vrijeme, ista sudbina. Après cet intermède musical rock'n'roll et croate, nous reprenons notre émission en compagnie de Tomislav Sunic, que nous recevons pour son parcours et ses écrits. Passons maintenant, Tomislav, si tu le veux bien, à tes productions. Et à tes divers engagements, on va dire, politiques et métapolitiques de ces dernières années. Pascal. Voilà, et plus précisément, donc, sur ton dernier livre, hein, La Croatie, un pays par défaut, hein, comme tu viens d'évoquer justement donc, le déclenchement de la guerre dans les Balkans au début des années 90. Donc justement, déjà, peux-tu un petit peu expliquer pour nos auditeurs pourquoi ce titre ? La Croatie, un pays par défaut. Ça peut paraître surprenant de la part de quelqu'un que l'on qualifie souvent, que l'on considère comme un nationaliste croate. C'est une très bonne question et j'y ai réfléchi beaucoup. Et je vais juste utiliser une petite parenthèse, ou peut-être une digression. C'est-à-dire, nous tous, nous aimons tous bien le volontarisme en politique, ou ce qu'on appelle chez nous le décisionnisme. Nous avons Carl Schmitt, par exemple, dans nos Cortes, qui en a parlé, qui en a écrivé des choses, des volumes, etc. Donc, je me pose souvent la question, surtout maintenant, je pense que c'était le motif principal pour écrire ce livre. Comment peut-on faire une décision politique et qu'est-ce que cette décision politique sera-t-elle fatalement modifiée par des circonstances ultérieures ? Et je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Donc, nous n'avons qu'à penser à des grandes personnalités historiques. On ne va pas tous les passer en revue. Tu penses à Louis XIV ou Charles Quint, ou même si tu vas à des mauvais gars comme Hitler ou Staline. Je me pose souvent la question, est-ce qu'ils font leurs décisions politiques tout en sachant ce qui seront les conclusions de leurs décisions, ou est-ce que l'aboutissement de leurs décisions, est-ce que ça revient tout seul? Donc, grosso modo, si je peux m'exprimer d'une manière mais pas trop académique, je traite ici de la soudaineté, du hasard dans ce livre. Parce que, si l'on le veuille ou non, je dois faire le constat maintenant que la Croatie était née en tant que résultat d'une agression menée par l'armée yougoslave. Avant cela, je dis ouvertement, mes identitaires croates, et je me fâche souvent avec eux. Avant cela, en dehors de quelques cénacles que je connaissais au Chili, en Argentine ou bien aux États-Unis où j'ai vécu, il y avait très peu de nationalistes croates à l'époque, dans les années 80. J'espère que vous pouvez me suivre, qui vraiment renchérissaient sur cette idée, qui pensaient que c'était vraiment possible d'avoir un État indépendant. Donc cet État indépendant, si vous voulez, c'était vraiment un hasard méticulé, miraculé plutôt. Tu peux qualifier ça d'idée en réaction, en fait. Idée, voilà. Et ça, je traite dans mon bouquin, parce que je pense que mon bouquin est une approche assez académique, avec une bibliographie, vous allez le juger vous-même. C'était un produit du nationalisme réactif. Et moi, je dénonce ça. Surtout maintenant, si je situe cette analyse à notre niveau,
multiculturel. Si je situe ce niveau à un autre niveau identitaire ici en France ou en Italie ou aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut qu'on se comprenne là-dessus. Est-ce qu'il faut avoir l'autre, le mauvais et autre, pour être soi-même? Voilà, comme tu le dis dans ton livre, peut-on aujourd'hui être croate sans être anti-serbe? Peut-on dépasser le petit provincialisme français, si vous voulez, ou même allemand? Je vois, j'ai des amis de NPD. Vous connaissez NPD? Récemment, j'avais une conférence, il y avait 2000 bonhommes. Il avait un concert rock, et puis j'ai prononcé un discours, je suis fier de vous dire, je prononçais un discours en allemand sur la guerre d'Afghanistan et la guerre d'Irak. Très critique d'ailleurs. Très vis-à-vis de l'engagement américain en Irak et en Afghanistan. C'était très bien reçu. Et puis j'ai rencontré pas mal d'Allemands parce que je me sens vraiment en Allemagne chez moi. Comme je dis, je parle la langue, je connais la culture, etc. Mais j'étais un peu fâché parce qu'il y a... Enfin, fâché, je dois mesurer mes mots. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands que je connais là-bas qui sont très amers et qui se fâchent souvent avec les nationalistes polonais. Pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal d'Allemands qui furent expulsés. Il y a un contentieux. Et là, si on s'attarde, si on s'embourbe en quelque sorte dans ces détails-là, on va jamais sortir de notre guépier, quoi. Georges. Là, il faut dépasser. Oui, je rebondis sur ce que nous dit Tomislav. Il faut dépasser les conflits territoriaux actuellement en Europe. Tomislav nous parle du contentieux territorial entre l'Allemagne et la Pologne au sujet de l'ancienne Allemagne orientale, c'est-à-dire la Poméranie et la Silésie, mais aussi d'autres exemples en Europe orientale et centrale. Par exemple, le contentieux entre les Hongrois et les Slovaques, le contentieux sur la Transylvanie entre les Hongrois et les Roumains, le contentieux entre les Roumains et les Bulgares au sujet de la Dobroudja et des gorges dites de fer. Donc voilà, il faut dépasser tous ces contentieux nationalistes, étriqués et sclérosés. Est-ce que tu retrouves, justement, pour rebondir sur les propos de Georges, est-ce que tu retrouves une certaine similitude entre, par exemple, la naissance de l'État croate, la naissance de l'État roumain actuel? Est-ce que tu retrouves ces nationalismes par défaut, finalement, ces États par défaut? Par défaut, et justement, est-ce que ça amène aux mêmes réactions irrédentistes, de revendications territoriales et linguistiques? Est-ce que c'est toujours le même processus? Oui, mais comme Georges l'a très bien dit, il a très bien saisi le problème. Moi, à quoi bon maintenant écoutez, je vais être un peu critique même vis-à-vis moi-même, vis-à-vis vous et vis-à-vis nos collègues. On rêve des grands espaces euro-asiennes, on parle d'un pan-europisme européen, etc. Mais merde, je me pose la question, mais où sont ces jeunes Allemands? Pourquoi ils ne se déplacent pas vers le Tyrol ou vers Venise? Pourquoi ils ne voient pas leurs camarades là-bas? Et pourquoi les Polonais ne se mettent pas à table avec leurs collègues allemands? Pourquoi ils ne discutent ouvertement de ces questions? Pourquoi les Serbes, les nationalistes serbes et les nationalistes croates, ils ne se mettent à table et commencent finalement à parler ouvertement de leur victimologie? Parce que nous avons l'ennemi maintenant différent. Les données sont tout à fait différentes aujourd'hui. On n'est pas le XXe siècle. Et je pense que pas mal de nos compatriotes, même de nos camarades, se gourrent, se trompent énormément. On n'a pas le temps. Sinon, on sera submergé. On voit quand même qu'il y a des timides pas dans une évolution positive, notamment dans les rangs des nationalistes autonomes et radicaux en Europe centrale et orientale, notamment entre nationalistes autonomes allemands et polonais, qui se parlent, qui agissent ensemble, donc qui essaient un petit peu de rompre avec justement ces contentieux historiques hérités des turbulences du XXe siècle par rapport à des mouvements nationalistes plus traditionnels que l'on peut trouver en Slovaquie. On peut te rassurer quelque peu, Tomislav, il y a certains groupes moins liés, on va dire, aux stratégies politiques électorales, des groupes qu'on appelle plus autonomes, qui, je sais que de jeunes nationalistes allemands se sont effectivement, comme disait Pascal, entretenus et ont fait des manifestations communes avec les Polonais. On sait aussi que des Ukrainiens ont fait des manifestations communes avec des Russes, donc il y a une forme de transversalité. On sait aussi que des Allemands et des Russes ont manifesté ensemble, des jeunes. Donc il y a quand même des choses qui commencent à émerger. Oui, j'espère, mais un embryon de clairvoyance, de maturité peut-être. Maturité. Ce qui est paradoxal, parce que ce sont les plus jeunes militants qui entreprennent ces démarches-là. Tout n'est pas perdu. Il y a quand même des... Mais par contre, comme tu le dis, le temps que ça mettra à émerger, c'est toujours du temps de gagner pour notre ennemi principal, le système. Oui, le système qui lui joue de ça. Joue de ça.
Dans le même ordre d'idée, Tomislav, tu évoques dans ton ouvrage les victimologies respectives de chacun des peuples qui sont agités régulièrement, l'une contre l'autre, dans une sorte d'effet de miroir. Et tu montres bien que dans le cas de l'ex-Yougoslavie, ces victimologies serbes et croates ont joué un rôle extrêmement important dans l'éclatement des hostilités et surtout l'effet atroce des combats qui ont eu lieu dans cette zone du monde. Peux-tu nous en parler davantage ? Oui, tout à fait. Je dois dire, c'est une question vachement délicate. C'est un problème. Je m'occupe régulièrement. J'ai écrit beaucoup là-dessus parce que ça implique, ça nous fait penser au communautarisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire le communautarisme aux États-Unis par rapport au communautarisme ici en France? Donc je ne veux pas être trop académique, mais mon point principal, c'est que toute victimologie, au lieu de réconcilier le peuple, mène à la guerre civile. Ça sonne un peu paradoxal ce que je viens de dire, mais commençons par le début. Nous avons aujourd'hui, la victimologie est presque devenue une religion civique partout dans le monde. Vous savez ce que je veux dire par ça. Bien sûr. On doit ressusciter ses morts pour donner la surenchère à sa vie, etc. Donc, mais il y a un enchaînement. Si un peuple tel et tel, s'il veut avoir sa victimologie comme première, il y a fatalement qu'il y a un autre peuple, une concurrence qui veut mettre la sienne. Vous avez les Arméniens, demain ce sera les Cambodgiens, après-demain ce sera les Laotiens. Si vous commencez avec la victimologie serbe, il y a fatalement qu'il y a les Albanais qui vont commencer avec leur victimologie. Vous avez la même chose, je le connais parce que moi je suis finalement le conseiller de la troisième partie aux États-Unis, que maintenant, vous savez où il y a des clivages énormes, pas entre les Blancs et le noir, mais entre le noir et le mexicain. Oui. Il y a un clivage énorme. Il y a vraiment des ruptures. Il y a même des batailles, des accrochages chaque jour au sud de Californie. Donc là, et même surtout avec les Japonais qui sont beaucoup plus à part, les Orientaux, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que la victimologie, quoi qu'elle nous donne l'impression qu'il faut faire les commémorations pour les peuples qui ont beaucoup souffert, etc. Mais ça nous mène nulle part, malheureusement. Je ne trouve pas la réponse à cela. Il faut faire un arrêt, ou bien il faut savoir où est la victimologie, où est la mythologie et où est la hagiographie. Voilà, donc par un travail serein des historiens, ça, en fait. Et on peut le faire uniquement avec les gens qui n'ont absolument aucun parti pris, qui sont absolument objectifs. Quand je parle, bien sûr, j'aurais préféré d'avoir un collègue serbe à côté de moi, et de parler ouvertement des soi-disant ou des réels crimes commis par les fascistes ou les Ustashi contre les Serbes. Mais je ne veux pas qu'on exagère avec les chiffres, vous savez, parce que tout en exagérant le chiffre par les communistes. C'est comme ça que la guerre en Yougoslavie communiste a commencé. Parce qu'on n'a jamais maîtrisé notre histoire, ni serbe ni croate. On vivait dans un monde tout à fait surréel. On n'a jamais parlé des crimes commis par les communistes. On n'a parlé que des crimes commis par les fascistes. Ouais, par contre, Tomislav, en 1991, les paysans serbes de Krajina ont cru réellement que le gouvernement Ustashi était de retour, ils allaient être massacrés par ce même gouvernement. Je les comprends. Je ne veux pas dire que j'approuve. Ça a généré des cauchemars. C'est l'enchaînement de, comment dirais-je, la crise a commencé comme ça. Tomislav, pour synthétiser un peu tes réflexions, quelle piste entrevois-tu pour l'avenir sur ce plan-là? Sur le plan on va prendre toute cette région balkanique. Comment réassocier ces peuples à part ce grand travail de mise au plan de l'histoire? Sur quelle base peut-on travailler? Quelle base organisationnelle? On sait très bien que ça viendra pas de l'Union européenne. Ouais. Quelle synergie politique on pourrait créer de nouveau? Et est-ce que c'est possible? Ah oui, écoutez, tout est faisable s'il y a une volonté. Je pense, notamment, j'espère que les Serbes et les Croates vont trouver un langage commun, mais je dois malheureusement faire un constat que, malgré la guerre, on ne s'est pas mis à la table, on n'a pas parlé des choses du fond, quoi. C'est ça ce qui nous intéresse. Tous ces prêchi-prêcha, tous les sportifs croates qui se déplacent maintenant à Belgrade et vice-versa, on fait des niaiseries bêtes, mais ça mène nulle part. Mais en ce qui concerne les historiens croates et les historiens serbes, on n'a pas résolu cette victimologie respective. Ça, c'est primo. La deuxième chose, écoutez, j'ai beaucoup lu Baudrillard, vous connaissez également Clément Rosset, vous savez, le double et le laser. C'est ça ce qui m'intéresse. Peut-être, on pourrait dire d'une manière sarcastique, peut-être on a besoin, ici en Occident, de davantage d'immigrés non européens, sur les halogènes, pour que les gens puissent saisir où est le problème.
Parce que je dois constater, malheureusement, que même mes copains aux États-Unis, je suis là très souvent, qui maintenant, ils ont une prise de conscience. Ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas aux États-Unis, qu'il y a un climat vachement dangereux. Et peut-être, parce que maintenant, les Croates, ils ont commencé à réfléchir maintenant davantage. C'est loin de ce qu'il faudrait faire. Mais ils voient que l'Union européenne, c'est pas le Pérou, que c'est pas un pays de merveille. Et maintenant, même les Serbes et les Croates, ils se rendent compte même de la menace islamique, davantage. Donc, il y a des données, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer. Ce qui m'intéresse personnellement à mon niveau, c'est de parler avec les Serbes et de résoudre ce contentieux qui n'avait jamais existé avant la Première Guerre mondiale. Dernière question, Tomislav, avant d'écouter la petite chronique de Pascal orientée sur ce plan. Est-ce que tu te sens croate, serbo-croate, yougoslave, européen? Comment ordonnes-tu tout ça? Ah ben ça, c'est une question très, très délicate. C'est pas une question Désolé, j'avais vraiment envie de te Non, mais poser. franchement, moi, c'est, sur le plan spirituel, franchement, je ne sais pas où j'appartiens. Même sur le plan juridique, bon, je suis américain, je suis croate, j'ai la double citoyenneté, mais sur le plan métaphysique, franchement, c'est ça ce qui est drôle. J'arrive à me mettre sur la même longueur de l'onde avec vous. Beaucoup, beaucoup mieux qu'avec mes identitaires croates. Voilà 15 ans que j'habite aux États-Unis, en Croatie, avec ma belle-mère, etc., avec ma femme. Ma femme et moi, on est isolés. On est des grands solitaires. On lit les journaux, enfin, on lit les poèmes, etc. ensemble. C'est donc, ce qui m'intéresse, c'est l'identité européenne. Mais elle doit voilà le nom qui m'a traversé la tête. Elle doit se situer à un niveau évolien, vous voyez ce que je veux dire? À un niveau métaphysique qui transcende ce petit nationalisme de pacotille qui nous mène nulle part. Notre vision impériale. Oui, une vision. Vraiment, il faut développer. Je pense que c'est peut-être des gènes à moi, parce que moi, je sais pas, j'ai pas une mentale mercantile. Je suis très mauvais mathématicien. Je suis plutôt un homme de la métaphore. Mais je pense qu'il faut faire un effort supplémentaire pour se débarrasser de cette société de consommation. Bref, en ce qui concerne les Balkans, l'ex-Yougoslavie, mais tout est faisable, mais il faut avoir les gens qui peuvent inspirer le modèle. Pas le modèle consumériste, mais le modèle spirituel, réel. Ouais. Très bien. Cher Pascal, quelques petits points de chronique sans jingle ce coup-ci, puisque nous sommes pressés par le temps. Voilà, donc revenons rapidement sur l'actualité de Tomislav. Donc rappelons qu'il anime un site www.tomsunic.info, que on peut trouver nombre de ses articles et entretiens traduits en français si on utilise correctement son moteur de recherche, qu'il est actuellement aussi conseiller du parti identitaire américain American Third Position, et que les auditeurs intéressés peuvent toujours aller voir également sur la grande toile. Son ouvrage s'intitule « La Croatie, un pays par défaut », aux éditions Avatar, et signalons également qu'au courant novembre devrait paraître en français un deuxième ouvrage de sa plume, un ouvrage du plus haut intérêt sur lequel nous reviendrons dans le cadre de Méridien Zéro, Homo Americanus, les enfants de l'âge postmoderne, qui devrait sortir chez Acribeia normalement. Donc nous serons peut-être à le plaisir de recevoir à nouveau Tomislav. D'autres ouvrages traitant du sujet Exactement, pour les auditeurs qui voudraient approfondir l'histoire de la Croatie et la question croate en général, signalons les ouvrages de deux auteurs d'origine croate. Le premier, celui de Christophe Dolbo, La Croatie sentinelle de l'Occident aux éditions Arctique. Le deuxième étant celui de Grégory Perroche, Histoire de la Croatie et des pays slaves du Sud, chez François-Xavier de Guibert. Voilà, il nous reste 1 ou 2 minutes. Je vous rappelle que vous pouvez consulter nos émissions en direct et en podcast sur le site méridienzero.ofor.com et nous écrire sur notre adresse internet zmeridien@yahoo.com. Je laisse maintenant la parole à nos invités et en commençant par le camarade Georges pour conclure. Alors, tout simplement, j'invite les auditeurs de Méridien Zéro à se procurer l'ouvrage de Tomislav. Ils peuvent avoir une idée un petit peu plus développée s'ils sont intéressés par cette émission en lisant la recension que j'ai faite sur Europé Maxima, qui est reprise par les amis du site Polémia. C'est vrai, la recension sur Polémia s'intitule « La Yougoslavie, un Occident planétaire ». Je l'ai intitulée sur le site Europé Maxima, de la Croatie par défaut à l'Occident par excès. Voilà, l'Occident, une Yougoslavie planétaire. Voilà, c'est Polémia. Très bien. Cher Tomislav, une adresse à l'intention de nos auditeurs et de tous les camarades qui nous écoutent. Je dois encourager nos camarades de continuer leur lutte, leur travail, surtout en lisant beaucoup et en militant. Ils doivent être rassurés
que le système actuel libéral est extrêmement fragile. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est un système éternel. J'ai vu ça de mes yeux en regardant le système communiste qu'on croyait éternel. Et pourtant, c'est le système qui a collapsé, qui s'est effondré dans une semaine. Donc courage, chers amis, courage, chers collègues, mais il faut faire du travail sérieux, il faut jouer le jeu. Et merci encore une fois de votre attention et merci de votre bel accueil. Merci à toi, Tomislav. Nous aurons, sache que le micro t'est ouvert et chacun de tes passages pourra donner l'occasion à un commentaire, une actualité, une émission. Ce sera avec le plus grand plaisir que nous te recevrons ici. Dernière chose que nous avions oublié dans les petites remarques, il y a la troisième journée d'études de la réinformation par la Fondation Polémia, forum, blog, réseaux sociaux, l'avenir de la dissidence, qui se déroule le 16 octobre 2010 à la Fondation Donne Thiers 27 place Saint-Georges dans le 9e métro Saint-Georges. Vous retrouvez tous les renseignements sur le site Polémia. Je vous engage à vous y rendre. C'est plus qu'intéressant dans les combats que nous menons actuellement. C'était le lieutenant Sturm à la barre de Méridien Zéro. L'émission engagée, enragée et dissidente. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en remerciant une dernière fois tous nos invités. Bonsoir.